Un Français qui se restaure chez McDo devrait mériter sur le champ la déchéance de nationalité dans une France normale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme. Chronique 47, tirée du livre de Jean-Claude Vallat, La France sous les bombes américaines, 1942-1945. Alors voilà un livre qui provoqua chez moi tant de serrements de cœur, un livre très facile d'accès, mais qui pourtant provoque la tristesse, la consternation. Lire comment mon pays fut détruit, lire comment les gens de mon peuple furent traités, lire comment les familles françaises entières furent décimées. D'un côté, un ennemi allemand qui fait tout pour préserver les civils français. De l'autre, un allié américain qui les assassine, avec sadisme. Si seulement cette lecture sacrifice pouvait faire évoluer un tant soit peu la vision tronquée de la Deuxième Guerre mondiale de nos contemporains, si seulement cette lecture sacrifice pouvait faire prendre conscience aux nationalistes ou pseudo-dissidents français pro-américains qu'ils soutiennent historiquement notre ennemi. On dirait des crocodiles qui se présentent dans une maroquinerie. Chers amis, s'il y avait une vidéo que vous devriez partager en masse, c'est bien celle-là. Nous devons remettre notre cerveau à l'endroit, nous devons sortir de notre dépression nationale. Voilà les thèmes que nous aborderons dans Au-delà du livre. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. L'essentiel, nous y sommes. Avant d'entamer la description des actes commis par les États-Unis, l'auteur nous fait un rappel de la plus haute importance. Les Anglo-Américains décident de faire le mal. Ils savent qu'ils commettent l'ignoble. Presque, ils en jubilent. Exemple avec le général Grierson de la Royal Air Force au sujet des bombardements sur l'Allemagne en 1945, ce qu'on appelle l'opération Gomorrhe. Les chefs ont enfin pris la décision attendue depuis si longtemps d'effectuer sur les grands centres de la population allemande des bombardements de terreur sans restriction. Le 13 et le 14 février 1945, la Royal Air Force jeta sur Dresde 650 000 bombes incendiaires. L'US Army, le 3 février, soit en une seule journée, tua 25 000 civils allemands. En clair, et c'est l'idée majeure, les Anglo-Américains n'étaient pas naïfs et avaient décidé de cela. Les bombardements de terreur furent ordonnés par Churchill sur des villes industrielles, et qui dit industriel dit cité industrielle. Vous imaginez l'immonde, les flammes dévorantes qui envahissent ces ruelles étroites et causent de nombreuses victimes par manque d'oxygène. Entrons dans le vif du sujet, la France. Alors la France, contrairement à l'Allemagne, n'a pas été bombardée par ses ennemis, mais par ses soi-disant alliés. L'équivalent de 600 000 bombes, soit 22% de toutes les bombes larguées sur l'Europe. Dès 1940, les premières villes françaises bombardées furent les villes portuaires. Dunkerque, Calais, Bordeaux, Brest. Alors Brest sera pilonnée 74 fois. Et Boulogne, victime de la première bavure en 1941, 120 morts civils en quelques secondes. La deuxième bavure, ce sera pour l'usine Renault de Boulogne-Billancourt en 1942, puis d'ailleurs répétée en 1943 par les États-Unis, car les drames s'accélèrent en raison de l'entrée en guerre des États-Unis. À Sotteville, un carnage, à Fiveville ou à Saint-Nazaire, où 150 jeunes apprentis de 18 ans sont déchiquetés. D'ailleurs, tous les monuments publics de cette ville, Saint-Nazaire, furent détruits. Mais le pire n'est jamais loin. Le 8 mars 1943, à Rennes, durant le lundi gras, ce qui sous-entend, vous l'avez compris, manège, enfants, joie, flonflon, divers stands de nourriture, bref, une foule familiale. Le champ de Mars devint champ de mort. Rares furent les survivants. Lors des obsèques, Monseigneur Roch utilisa les termes d'acharnement furieux, de monstres aériens semant la ruine et la mort. 2 mois plus tard, les avions sont de retour avec un paquet de 132 tonnes de bombes, 210 morts de plus, 103 immeubles anéantis et 1700 autres
endommagées, comme l'église Saint-Martin, dont il ne reste que le clocher, ou même une école, où les enfants avaient été évacués, d'une autre école d'ailleurs. La mort est partout, jusque dans le sordide. Ce père de famille, par exemple, qui avait perdu sa femme le 8 mars, se rendit au cimetière, sur sa tombe, avec sa fillette, lorsqu'une bombe le pulvérisa sous les yeux de la petite. Le carnage suivant eut lieu au Bourget, le 16 août 1943. 2649 bombes de 150 kilos. L'agglomération fut littéralement rasée. En septembre, à l'usine Caudreau-Renault, l'armée américaine avait planifié de bombarder 4 hectares industriels. Ils en bombardèrent 300, touchant les habitations tout autour, évidemment. Tout ça pour une usine qui ne produisait que quelques véhicules inoffensifs par mois. Dorénavant, les bombes ne touchent plus seulement l'ouvrier, mais aussi les bourgeois gaullistes. Les bombardements sur la ville Le Portel et sur la ville de Boulogne furent aussi odieux. L'auteur relate nombre de témoignages aussi saisissants les uns que les autres. Ayant une pensée pour cette grand-mère qui tenait le cadavre de son petit enfant de quelques semaines au-dessus de sa tête en hurlant « Seigneur, pour ce petit ange, ayez pitié de nous !» avant qu'une autre bombe vienne tout raser aux alentours. Le bilan, 500 civils assassinés, dont 90 enfants, plus 200 gravement blessés ou amputés sur 4000 habitants. Les familles sont décimées, 54 morts chez la famille Copin par exemple. Et la batterie allemande longue portée que les États-Unis étaient censés détruire, me direz-vous? Elle est restée intacte. À Nantes, maintenant, c'est la fête foraine, en ce 16 septembre 1943. Les gens sont de sortie, ils flânent, lorsque l'alarme de la ville retentit, pour la 321e fois. Un déferlement d'obus s'abat sur la ville de Nantes, où 700 points de chute furent comptés, dont l'Hôtel-Dieu, un des premiers édifices à s'écrouler, provoquant la mort de 50 personnes, dont 35 infirmiers et religieuses. Il faudra donc aux équipes nationales remuer des tonnes de gravats des jours durant pour découvrir des corps en lambeaux. Ouais, les équipes nationales, ce sont des volontaires âgés de 12 à 25 ans, inspirés du scoutisme, créés en 1942 et voués à venir en aide aux populations civiles éprouvées par la guerre. Et devinez quoi? Eh bien, leurs interventions se limitent quasi exclusivement aux post-bombardements alliés. Des cercueils de fortune faits de bois, de caisses d'emballage furent assemblés pour enterrer de nombreux anonymes. D'autres contiennent des inscriptions glauques qui dépassent l'entendement, comme « enfant inconnu » ou « corps entièrement calciné » ou « pieds paraissant appartenir à Madame Lescure » ou « débris humains venant de Saint-Jacques ». Entre 700 et 1200 morts selon les sources, auxquelles s'ajoutent ceux d'un deuxième bombardement 7 jours plus tard, alors que la ville est encore en flammes. Le 23 septembre donc, les B-17 réalisèrent des raids aériens meurtriers en matinée, puis réapparaissent le soir. 6 des 7 arrondissements de la ville furent touchés, entre 200 et 500 morts supplémentaires. Les habitants survivants de Nantes, Lorient et Saint-Nazaire furent convaincus que leurs villes respectives étaient condamnées à l'anéantissement. Ils fuirent. 160 000 sinistrés trouvèrent refuge dans les villages de Loire-Atlantique. Après l'exemple de Nantes, parlons de Toulon. Là-bas, les États-Unis visèrent les navires de guerre allemands et eurent besoin de 284 tonnes de bombes. Résultat, presque 500 Toulonnais décédés et 12 500 d'entre eux perdirent leur logis. Monseigneur Gaudel, évêque de Fréjus, dira « Ce n'est plus la guerre, c'est de l'assassinat collectif ». On ne peut être plus juste. En 1943, l'US Army tua presque 500 civils français. Ça, c'était le 24 novembre 1943, car l'enfer frappa à nouveau le 4 février. 38 bombardiers au-dessus du Mont Faron, puis 29 autres. Leur but? Le port de Toulon. Le résultat? Les bateaux français sont frappés à nouveau après Mers-el-Kébir. Aucun navire de guerre allemand n'est touché. Les immeubles de la ville sont tous détruits. Un cimetière est éventré. Je vous passe les détails. Seulement 42 morts grâce aux sirènes qui ont retenti. Le 7 mars, Toulon est de nouveau bombardé. Puis le 11 mars, où les B-24 lâcheront un tapis de bombes du haut de leurs 6000 mètres d'altitude.
Le centre-ville et ses magasins sont ravagés, par exemple l'immeuble Dame de France. Un homme témoigne que 2 maisons s'écroulèrent sur 30 enfants et 2 femmes. Le palais de justice et l'école pour jeunes filles, servirent de morgue. Alors, passons dorénavant au bombardement pré-débarquement. En cette année 1944, les villes attaquées grandissent en nombre. Par exemple, Saint-Quentin, 180 impacts sur la ville, destruction de la gare, etc. Ou Biarritz, qui reçoit son chapelet de bombes, 148 morts, dont des écolières qui rentraient, 196 blessés, 300 immeubles endommagés, 1200 sinistrés. Biarritz, pourtant, n'était qu'une ville consacrée au repos, mais elle fut victime de terrorisme. Ou la ville de Schaffhausen, le 1er avril 1944, 40 morts, 8,5 millions de dollars de dégâts. Et je vous imagine en train de trépigner. Schaffhausen, c'est en Alsace, non? Eh bien non, mes amis. Schaffhausen, c'est en Suisse. En Suisse. Philippe Henriot aura cette déclaration dont je ne toucherai un seul mot sur Radio Vichy. On aimerait savoir quelle ville les assaillants ont cru avoir bombardée. Il serait curieux de lire les rapports des aviateurs, si toutefois ils ont été en état de le faire. C'était pourtant en plein jour. Les circonstances atmosphériques n'étaient pas défavorables. Écoutez bien la suite. Je crains fort que, dans la réalité, les Américains soient en train de prendre un sadique plaisir à démolir l'Europe. Le spectacle des villes rasées réjouit le cœur de leurs pilotes. Ils choisissent de préférence les villes pittoresques, celles dont la beauté est célèbre, celles qui nous envient le plus, celles qui sembleraient devoir être épargnées, même par un ennemi, parce que leur grâce, leur trésor, leur séculaire renom plaident pour elles. Toutes les grandes cités, une à une, s'en vont au souffle des torpilles aériennes. Pour M. Roosevelt et son compère Churchill, aucune marche d'armée n'accompagne leur dévastation. On détruit au hasard, on lâche des cargaisons de bombes partout où l'on trouve encore des maisons debout. 2 justificatifs fallacieux ressortent constamment suite à ces horreurs. Le premier justificatif que l'on avait l'habitude de lire, le fait que les États-Unis auraient atteint leurs objectifs sans que l'on sache jamais lesquels étaient fixés, d'ailleurs. Et surtout l'excuse du débarquement imminent, qui justifierait le tapis de bombes, alors que nous avons vu que les bombardements datent de bien avant 1944. Évoquons justement ce plan transport censé préparer le jour J, un plan d'une violence extrême élaboré par un certain Solly Zuckerman, un plan qui horrifia même l'immonde Churchill, c'est dire. La pauvre ville de Toulon, décidément, fut la première visée, 1200 tonnes de bombes. Puis le nord de la France avec de nombreuses localités attaquées. Exemple Sarreguemines, où 17 fillettes et 6 garçons mourront. Mézières, où les dégâts sont considérables autour de la basilique Notre-Dame, au sortir de la messe, au moment des premières communions. Les maisons de la place furent broyées, l'église atteinte, enfants et parents blessés ou tués. Est-ce aussi pour préparer le débarquement? Ajoutera Philippe Henriot. À Mantes, les États-Unis bombardent les 7, 8, 9 mai, puis reviennent à la charge le 10, lors des obsèques des défunts tués les jours précédents. Puis ils revinrent le 30. À Sartrouville, ils bombardent un train de turfistes, 200 à 250 morts, le 27 mai. Ils reviennent le dimanche de la Pentecôte, avec 5 raids, et 265 tonnes de bombes, 180 morts, 3500 sinistrés. Les villes de triage en sont aussi victimes, comme Creil, comme Mulhouse. Mulhouse, 303 tonnes de bombes en 5 minutes. Tourcoing, Amiens, Forbach, Épinal. 19 immeubles détruits là-bas. Les Anglais complètent le tableau en massacrant des habitants d'Orléans et de Tours. Pas que les habitants d'ailleurs, la cathédrale est détruite. Des Anglais qui détruisent la cathédrale d'Orléans, si vous croyez au hasard, franchement. Moralement, les gens sont au plus bas, en raison de cette fureur de destruction qui confine à l'hystérie la plus stupide chez les anglo-saxons, comme le rappela Hubert de Lagarde. L'état d'esprit anti-américain était profond. Le 17 février 1944, les cardinaux et archevêques de France dénoncèrent solennellement le caractère barbare des bombardements, rappelant la morale naturelle et la loi divine qui devrait protéger le foyer familial, socle de la civilisation,
civilisation que les anglo-saxons désirent voir s'écrouler. Ils iront même jusqu'à écrire aux cardinaux et archevêques britanniques et des États-Unis, leur demandant d'agir auprès de leurs gouvernements respectifs afin d'épargner les vies des civils français. Mai 1944 se déroule sous de terribles auspices pour le peuple français. 2900 morts en 26 jours. Seulement, lors des 5 derniers jours de ce mois, les États-Unis réussiront l'exploit de quadrupler ce nombre de morts. Commençons par le jour d'enfer numéro 1, le 26 mai. Grenoble est attaqué. 159 tonnes de bombes larguées en 5 minutes, de 6000 mètres d'altitude. Évidemment, les montagnes sont touchées, créant des éboulements dévastateurs. Même constat à Chambéry, le tout pour un train allemand, qui réussit à se protéger sous un tunnel, au contraire de la population locale d'ailleurs. 95 immeubles détruits, les fourneaux répandant les incendies dont certains ne seront éteints que le 26 juin, c'est-à-dire un mois plus tard. À Saint-Étienne, encore une fois, l'US Army prétend viser la gare de Château-Creux. Oui, alors faudrait expliquer comment cibler une gare précisément lorsque l'on bombarde de 6000 mètres d'altitude. Bref, de toute façon, l'enfer attend les Stéphanois. Des maisons se gonflent avant de s'affaisser dans un nuage de poussière, dit Xavier Charpin. Il y eut 3 vagues, qui touchèrent en priorité les quartiers ouvriers, l'église et l'hôpital. Bilan, 1084 morts, 15 000 sinistrés. À Lyon, nous faisons face au même scénario. Henri Amoretti évoque le bruit démoniaque des chapelets de bombes, la terrifiante succession d'éclatements de tonnerre. Les zones bombardées correspondent à une superficie de 9 km², 717 morts, puis 800 autres, dans un état, disons, très grave. Très grave, ça signifie du genre avoir une ouverture de la boîte crânienne ou l'écrasement de la cage thoracique. 500 immeubles détruits. Le 29 mai, le cardinal Gerlier ira bénir 432 cercueils. Il dira « Au-dessus des exigences de la guerre, il y a dans une civilisation chrétienne la morale et le droit. » Les Américains sont-ils chrétiens? Aurions-nous eu envie de lui dire? C'est la question que nous devrions nous poser. Bref. Le lendemain, ce même cardinal qui était à Lyon, eh bien, il se rend à Saint-Étienne, même cause, mêmes effets. Il est absolument bouleversé par une petite fille amputée d'un bras et qui a perdu toute sa famille. Imaginez. Non, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons imaginer puisque c'est indicible. Le cardinal dira « Je croyais avoir vu à Lyon ce qu'on peut imaginer de plus horrible. » En cette fin de journée du 26 mai, c'est Nice que les États-Unis canardent et accablent. Le skating du boulevard Victor Hugo devient une morgue immense. Il n'y a pas assez de cercueils. Le jour d'enfer numéro 2, le 27 mai. En ce samedi, 700 B-24 états-uniens ciblent le sud de la France. À Marseille, 7 vagues de 18 bombardiers se relaient pour viser encore la gare, tout en étant encore à très haute altitude. C'est un carnage. Des gens crient en permanence sous les éboulis, sur le boulevard national. Là, c'est une boucherie. Le cimetière Saint-Pierre fut bombardé. Je vous laisse deviner les conséquences. 1752 tués, 2760 blessés, 18 000 sinistrés. Les corps en bouillie, comme le témoigna le lycéen André Ducasse, volontaire pour mettre les cadavres en bière. Pour quel résultat? Pour quel résultat tous ces bombardements? Eh bien absolument rien. Toutes les gares sont intactes. Toutes les gares sont intactes. Et ces salauds vont donc revenir, se disent les Marseillais. Oui, ils ont raison. Ils vont revenir 7 fois après. Et après Marseille, Avignon. Des points brillants naissent dans ce ciel si bleu. 4 vagues de 25 bombardiers attendent les Avignonnais. La tour Philippe le Bel est détruite. Pour la petite parenthèse, le bilan, presque 600 morts, dont Hélène Bonnet. Hélène Bonnet, elle venait de recevoir la médaille d'or de la famille française. Elle mourut avec son mari et 8 de leurs 10 enfants. C'est le tour de Nîmes ensuite, plus de 200 morts et 5000 sinistrés. Enfin, terminons, parlons de Rouen, cette ville canardée depuis 1942 et qui subit le 19 avril 1944 un nouveau raid qui causera 900 morts. Seulement le pire est encore à venir. Le 30 mai, les bombardiers s'attaquent au pont Jeanne d'Arc. Le 31 mai, à un autre pont. Le 1er juin, un incendie provoqué par les bombardements précédents ravage la cathédrale qui en perd son beffroi.
Ils reviennent le 3 juin, puis le 4 juin, une semaine sanglante. Mais d'autres largages de bombes interviendront les 25, 26, 27 août. Henri Amouroux dira « Tuer des hommes, des femmes, des enfants, dont souvent on ne retrouve que des lambeaux impossibles à identifier. » Alors, les Alliés, puisqu'il faut bien les nommer ainsi, réussirent à débarquer quelques 719 000 soldats, 218 000 tonnes de matériel en ce 6 juin 1944. Mais tout ceci demanda préparation, dont les bombardements firent partie. En premier lieu, la ville de Caen. Alors la ville de Caen, elle est prioritaire pour eux, où les rues et les maisons disparurent littéralement. On se croirait en enfer, dit le docteur Toutain. Coutances, elle, fut rasée à 65%. Aulnay-sur-Odon rasé de la carte. Lisieux compta 700 morts. Vire, 400 morts. Saint-Lô, 352 morts. Falaise, 120 morts. Avranches, 70% des immeubles en flammes, etc., etc. Puis Caen, de nouveau, en pleine nuit, en plein déblaiement des premiers carnages. Caen reçut 440 tonnes de bombes. Puis Caen, encore, le 12 juin, alors qu'il reste encore 35 000 habitants dans la ville. Puis Caen, encore, dans la nuit du 13 juin. 2 semaines après le débarquement, les Alliés restèrent encore bloqués devant Caen, et ce malgré leur déluge de bombes. Ils perdent du temps et ils n'aiment pas ça. Alors ils vont se défouler sur ces villes normandes en les tapissant de 22 500 tonnes de bombes, soit l'équivalent d'Hiroshima. Le 5 septembre, l'enfer agrandit sa surface et touche dorénavant le Havre. Une bombe incendiaire tous les 43 mètres carrés. La ville s'embrase. Au bas mot, 3000 morts. Et puis 500 morts de plus le lendemain, après le passage d'autres bombardiers américains salvateurs. La ville est détruite à 82%. D'ailleurs, toutes les villes moyennes normandes furent détruites à plus de 50%. Toutes sauf une. Toutes sauf une. Laquelle? Eh bien, Bayeux. Mais pourquoi? Puisque c'était là que se trouvait le QG des Alliés. Les équipes chargées de déterrer les morts dérangeaient les rats. Des rats par bande de 10 ou 12. Défendant farouchement leur territoire, selon les témoignages. En 1945, le problème de rongeurs n'était toujours pas résolu, puisque la ville de Caen offrait 1 franc à quiconque tuait un rat. 500 rats tués, 1000 francs. De son côté, la splendide ville de Saint-Malo fut elle aussi détruite, alors que les Allemands ne comptaient qu'une garnison de 60 hommes. Les Américains ont tout détruit, hypnotisés qu'ils étaient par les remparts. Ils pensaient qu'il y avait des milliers d'Allemands derrière les remparts, tellement les remparts étaient utiles. Alors ils continuaient de canarder comme des demeurés, hein, hypnotisés qu'ils étaient, selon l'expression d'Henri Amouroux. En clair, les Américains affichent un mépris pour le patrimoine culturel français, les abbayes, les églises, les monuments semblent visés, en tout cas jamais épargnés. Ils s'avancent avec morgue en territoire conquis, plutôt en territoire qui a été assommé, qui a été sonné. On les surprit même à fracturer des coffres-forts de la poste, comme à Saint-Jean-de-Deille. Encore quelques exemples de massacres à Calais. La ville fut libérée le 30 septembre 1944. Pourtant, la ville se trouva bombardée le 27 février 1945, 6 mois après. Les Anglo-Américains la confondirent avec Dunkerque, qui était une poche allemande. À Royan, 2968 tonnes de bombes s'abattirent sur la ville le 14 avril 1944, puis 2600 le lendemain, avec du napalm en prime. Ce sont tous des collabos, pensait le général américain Ralph Royce, justifiant ainsi l'horreur. Bien sûr, parler des morts demeure une façon pour nous ici d'honorer leur mémoire, puisque personne ne le fait jamais, alors que ce sont les nôtres. Mais que dire des sinistrés? Comment survivre? Peuvent-ils être dédommagés, au moins, reconnus judiciairement comme victimes? À ce titre, un Havrais nommé Bruneau, B-R-U-N-E-A-U, lança en 1955 un appel à Eisenhower. Il reçut moins de $1. Amouroux dira « Il ne semble pas que son SOS fût entendu. » Bref, j'espère que tous ces faits resteront à jamais gravés en vous, chers amis. Rendons-nous maintenant au-delà du livre. Ce qui ressort en premier lieu et provoque chez nous une sorte de dégoût, c'est, vous l'avez compris, que les bombardements états-uniens n'atteignaient que très rarement leur cible. La rhétorique des cibles ne semble être finalement qu'une esbrouffe de communication visant à atténuer les carnages commis. Par exemple, ils bombardent des usines Renault alors qu'elles ne produisent rien. Alors
Les Américains sont-ils mauvais? Sont-ils des incapables? Sont-ils inexpérimentés? Eh bien non, non et non. Ils savent ce qu'ils font. Les bombardements de la France par les États-Unis sont le fruit d'une politique savamment pensée, le fruit d'une politique pratiquée à chaque fois par ce pays diabolique. La terreur. Allemagne, France, Japon, Vietnam, Irak, etc. À chaque fois, ils sèment la terreur pour préparer l'avenir. Les bombes en France ne furent pas destinées aux nazis. Ce sont des fables que l'on raconte à l'école, ça, non. Les bombes avaient pour but de dissuader toute envie française de souveraineté, d'empêcher les Français tétanisés par cette violence de s'opposer à leur future colonisation. Pour posséder une nouvelle France, il fallait pour les Américains détruire l'ancienne. Ils fonctionnent toujours ainsi, immuables, par la communication excessive. Inspirer la terreur n'étant que l'exemple le plus extrême de cette communication excessive. À ce titre, les bombes à retardement de l'US Army poursuivaient bien un but. Ces bombes qui peuvent exploser jusqu'à 6 jours plus tard. C'était pas contre les Allemands, ça. Ces bombes qui ne pouvaient être désamorcées, c'était pas contre les Allemands, ça. France, Allemagne, Japon, 3 pays bombardés, puis 3 pays colonisés. Allons un peu plus loin. La France de 2022 subit une triple colonisation, souvent liée entre elles d'ailleurs. Colonisée d'abord dans l'espace public, dans les rues, par une invasion afro-maghrébine toujours plus prégnante. C'est la colonisation la plus perceptible, la plus tangible. Colonisée ensuite au niveau de ses instances politiques par une pensée judéo-protestante, qui dicte la marche à suivre à notre pays et oriente son économie, ses finances, son armée vers d'autres maîtres, vers d'autres cieux, vers d'autres nations. Le pacte de trahison vous éclairera grandement à ce sujet, intéressez-vous à ça. Et colonisée enfin culturellement par les États-Unis. Le mystère demeure, nous qui possédons avec l'Italie la culture la plus vaillante et la plus fastueuse sur cette terre, comment avons-nous pu cracher ainsi à la gueule de nos ancêtres, à la gueule de nos modèles, de nos figures? Un Français qui se restaure chez McDo devrait mériter sur le champ la déchéance de nationalité dans une France normale. Si notre pays ne va pas bien depuis tant d'années, c'est parce qu'il n'est plus lui-même. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais insister. Nous n'avons strictement rien à envier aux États-Unis, strictement rien, dans aucun domaine. Si notre production culturelle actuelle confine à la bagatelle, nous sommes pourvus en revanche dans notre passé, dans notre histoire, dans nos gènes, dans nos créations anciennes, de tout ce qu'il faut pour nous revigorer, pour renaître. Des 3 colonisations évoquées plus haut, nous ne pouvons agir directement, sans réserve et dès à présent que sur une seule, notre colonisation culturelle. Ne consommez que ce qui est français, chers amis. Rien ne vous plaît aujourd'hui? Eh bien cherchez plus, fouillez, sortez des sentiers battus publicitaires. Et si vous ne trouvez toujours rien, eh bien tâchez de fureter du côté de nos classiques, un immense répertoire en tout domaine vous tend les bras. Redevenez français, bordel. Dites-le partout et soyez-en fiers. Voilà un acte dissident réel et immédiat, le plus simple et le plus sain à poser. Malheureusement, vous n'avez aucune emprise sur les flux migratoires. Malheureusement, vous n'avez aucune emprise sur le CRIF. Heureusement, vous avez toujours l'emprise sur votre cerveau, sur votre âme et sur l'âme de la France, in fine. Car la culture d'un peuple, ses institutions, ses arts, ses traditions ne sont que la trame visible de son âme invisible. La France est en dépression, car la culture américaine qu'elle subit de façon visible est le contraire de ce qu'elle est intérieurement, naturellement, de façon invisible. La bonne nouvelle, c'est que l'on ne peut pas transformer l'âme française. Elle est trop ancienne, trop ancrée. C'est une constitution mentale. D'ailleurs, remarquez ironiquement que quand la République désira changer l'âme française, elle écrivit une constitution. Terminons par un exemple, justement, celui de Julius Evola, qui souhaitait plus que tout conserver son âme italienne, lui. Pour cette raison, il décida de soutenir les terroristes néofascistes des faisceaux révolutionnaires plutôt que l'occupant yankee et sa culture crétinisante. Eh bien, cela lui valut la prison, vous voyez. Cela lui valut la prison. Simplement pour un soutien intellectuel, et oui. Les Américains ne plaisantent pas avec ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il faut boucler la boucle.
Et voilà finira paraplégique, paralysé de ses membres inférieurs. Un véritable supplice pour lui, le sportif invétéré. Mais pour quelle raison, me direz-vous? Que lui arriva-t-il? Eh bien, Julius Evola reçut un éclat d'obus qui toucha sa moelle épinière en 1945 à Vienne. Un obus largué par le diable, États-Unis. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée.